DNCG, équité sportive, multipropriété, voilà de quoi on va parler dans cette vidéo, qui n'était pas, mais pas du tout prévu. J'avais prévu de faire une autre vidéo, du coup je la garde sous le coude de l'autre vidéo. Je la mettrai en ligne peut-être d'ici la fin de la semaine, on verra. Mais j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais c'est l'actualité qui commande. Bah oui, alors là c'est vraiment une actu qui mérite effectivement une vidéo spécifique où je vais parler bien sûr de la décision de la direction nationale de gestion du football français qui a décidé de rétrograder l'Olympique Lyonnais en Ligue 2. Je vais vous dire ce que j'en pense rapidement parce que on est quand même sur la chaîne des supporters de l'ASS, mais pourquoi je veux parler de ça? Parce qu'en fait, je vais élargir un peu le débat, à la fois sur l'équité sportive, c'est-à-dire que est-ce que oui ou non c'est logique que des clubs soient rétrogradés, au-delà du cas que je vais évoquer dans quelques instants, et puis la multipropriété, est-ce que c'est bien? Spoiler alerte, non, c'est pas bien du tout. Bon, voilà, donc l'idée c'est à peu près ça. Je reviendrai bien sûr sur l'ASS, parce que je suis... oh bah oui, mais je vais quand même pas faire une vidéo sans parler de l'ASS, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc je vais parler de l'ASS parce que le cas lyonnais est très intéressant de ce point de vue-là, par rapport au cas stéphanois. Et donc je trouve que c'est intéressant finalement de rebondir sur cette actualité pour vous dire 2-3 trucs sur l'AS Saint-Etienne. D'abord, le premier point, c'est est-ce que cette annonce a été une surprise pour moi? La réponse est oui. Très clairement oui, même si pour le moment, tant que l'appel n'est pas passé, que tous les recours ne sont pas complètement épuisés, je reste prudent sur l'idée que ça va se faire ou pas, j'en sais vraiment rien. Mais je suis déjà quand même surpris, effectivement, pour 2 raisons. D'abord parce que je ne pensais pas que la Ligue le ferait, que la DNCG le ferait, c'est la même chose, hein, bon bref, le ferait. Et puis je pensais aussi que avec la rétrogradation à titre conservatoire qui avait été décidée, je crois, au mois de novembre dernier, moi je pensais que les dirigeants du club, de l'Olympique Lyonnais, allaient apporter toutes les garanties nécessaires et qu'ils avaient compris la leçon et qu'ils avaient en gros 7 mois pour se préparer et que donc du coup ils allaient arriver avec un dossier en béton. Donc c'est un peu une double surprise, même si encore une fois... Il faut attendre d'avoir la suite de la procédure pour porter un jugement définitif, mais je suis honnête, c'est une surprise. D'ailleurs, d'une certaine façon, on l'avait évoqué avec Olivier Marcarian lorsqu'il avait participé à l'émission, où il expliquait que lui ne croyait pas à des relégations administratives à partir du moment où les problèmes financiers étaient dus à la défaillance de la Ligue nationale de football sur les droits télé. Donc pour le dire simplement, je donne des masses comme ça, mais c'est juste des ordres de grandeur pour me faire comprendre. Comment reprocher à un club quelconque, que ce soit Angers ou ce que tu veux, un déficit de 10 millions d'euros en fin d'année, alors que les droits télé manquent à l'appel pour 15 millions, hein, en gros. C'est-à-dire que si les droits télé avaient été à la hauteur de ce qui était prévu, le club ne serait pas en déficit. Bon, je caricature, je résume, mais Olivier Marcarian avait quand même dit dans la vidéo, évidemment, s'il y a 200 millions de déficit et que ça s'aggrave ou qu'en tout cas il n'y a pas d'amélioration, etc., alors là tout est possible. Et il pensait évidemment à l'Olympique Lyonnais. C'est ce qui s'est passé, parce que autant tu peux justifier 5 millions ou 10 millions de décalage par rapport au budget à cause des droits télé, autant tu peux pas justifier des dizaines, des centaines de millions d'euros. Moi je connais pas les comptes de l'Olympique Lyonnais, puis très sincèrement je m'en fiche, c'est pas mon sujet, mais évidemment compte tenu des sommes en jeu qui sont beaucoup plus importantes, tu peux pas dire c'est à cause des droits télé. Ça ne marche pas, parce que les sommes sont beaucoup plus importantes. Donc déjà, premier élément, est-ce que c'était une surprise? La réponse est oui. Et toi, dis-moi en commentaire si toi aussi c'était une surprise. Et puis dis-moi aussi si tu penses que la décision va être confirmée en appel. Ça m'intéresse aussi de savoir. Moi honnêtement, je sais pas du tout. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il concerne l'équité sportive. Oui, est-ce que c'est logique qu'un club, quel qu'il soit relégué sur le plan administratif pour des raisons de gestion, de budget en quelque sorte? On pourrait se dire, après tout, je vais me faire l'avocat du diable. Je tente l'argumentation, attention, je dis pas que c'est ce que je pense, mais on pourrait très bien imaginer, dire attendez, les clubs de foot, ce sont des entreprises comme les autres, voilà, elles ont des comptes à tenir, ce sont bien souvent des SA, donc elles ont des actionnaires, elles tiennent des comptes, elles ont des recettes, elles ont des dépenses, voilà, et puis comme dans n'importe quelle entreprise, à un moment donné, si ça va pas, ça peut être le redressement judiciaire, enfin c'est le droit commun qui s'applique, et tant qu'elles sont pas en redressement judiciaire ou en cessation de paiement, ou en liquidation judiciaire, elles continuent de vivre leur vie et le sportif prime sur l'aspect financier. On pourrait très bien dire ça. Après tout, tant que l'entreprise existe, tant qu'elle a des clients, des fournisseurs, même si c'est compliqué, etc., tant qu'il n'y a pas une procédure qui est lancée, alors le redressement judiciaire, les entreprises elles peuvent continuer quand elles sont en redressement judiciaire, mais de liquidation par exemple judiciaire qui ferait disparaître l'entreprise, le club, ma foi c'est le foot qui décide, c'est le sport qui décide, et la DNCG n'a rien à voir là-dedans.
C'est un argument qu'on pourrait tenir. Bon, moi, évidemment, je ne pense pas ça. Je suis plutôt du côté de l'équité sportive. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une autorité de contrôle, de tutelle, qui vérifie les comptes, la véracité des comptes, qui vérifie l'équilibre potentiel des comptes et qui puisse prendre des sanctions, donc une autorité de tutelle, si jamais ça ne va pas bien. Ce qui est vraiment le cas de la DNCG. On se souvient de Bordeaux qui a été rétrogradé très durement, qui n'a pas disparu encore, mais c'est vraiment très très dur pour les Girondins de Bordeaux, qui était un monument du foot français. Donc là, c'est l'Olympique Lyonnais, donc on dit surtout pas l'Olympique Lyonnais, mais enfin Bordeaux est en National 2 et Bordeaux c'est un monument du foot français. Ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu croire, imaginer, etc., je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs à l'abri en fait de cette instance-là. Et du coup, mais c'est la question que je me pose et j'ai pas la réponse honnêtement, c'est est-ce qu'on peut se dire que c'est une instance indépendante, il n'y a pas de copinage, etc. Parce que très souvent, quand il y a une décision comme ça, ou une non-décision, par exemple sur certains clubs qui n'ont pas été sanctionnés, on va dire ah bah oui c'est bon, c'est le copinage, c'est machin qui connaît le président du PSG, qui lui-même connaît le président de la Ligue ou je sais pas quoi, et donc ils sont protégés, etc. Je sais pas, honnêtement, je ne veux pas porter de jugement. C'est sûr, c'est un très petit milieu, tout le monde se connaît. Mais là, quand je vois des décisions comme celle-ci, je me dis, bon, bah, quand il frappe fort, quel que soit le club. Donc j'ai du mal à me forger une opinion là-dessus. Ce que je sais simplement, c'est qu'en termes d'équité sportive, oui, il faut quand même qu'il y ait une autorité de tutelle. Parce que, mine de rien, c'est vrai pour Bordeaux, mais c'est vrai aussi visiblement pour l'Olympique Lyonnais, même si encore une fois, je ne connais pas les comptes. Quand tu as des fournisseurs qui ne sont pas payés depuis des années, quand tu as du retard sur l'URSSAF, le paiement de l'URSSAF, quand tu as du retard sur tout, tu payes plus rien, tu payes plus... c'est pas possible en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les clubs qui payent dans les délais, les clubs qui respectent les règles, bah, tu te dis finalement à quoi ça sert au bout du compte, hein. C'est ça que je veux dire. Donc moi je pense que pour l'équité sportive, oui, il faut qu'il y ait des règles. Voilà, il faut qu'il y ait des règles. Pour aussi une deuxième raison, c'est que c'est un milieu qui brasse tellement d'argent, tellement d'argent, qu'à un moment donné, si tu n'as pas de règles, alors le fair play financier, etc., si tu n'as pas de règles globales et une autorité qui va contrôler tout ça, je pense que ça peut être n'importe quoi, d'autant que sur ces dernières années, quand même, on a beaucoup de fonds d'investissement qui sont des fonds spéculatifs même, qui sont arrivés sur le terrain de jeu du foot, si je puis dire, en rachetant des clubs avec une vision purement financière, avec aucune volonté de construire sur du long terme. Et donc, je pense que c'est très nécessaire, voilà, pour une question d'équité sportive. Donc, tu me dis aussi si tu es d'accord avec moi dans les commentaires. Voilà, sur le fond, encore une fois, moi je ne porte pas de jugement, je ne connais pas les comptes, et d'ailleurs ça me permet de dire, et c'est un peu, et je vais passer au troisième point sur la multipropriété, mais avant ça quand même, juste un petit rapport d'étonnement. Quand je vois certains, je ne vais pas dire influenceurs, mais certaines personnes sur les réseaux qui ont une grosse audience, qui portent des jugements, mais qui t'expliquent que mais bien sûr, alors non c'est pas normal, oui c'est normal, et pourquoi, et Reims qui a tant de millions de déficit, etc., ou Le Havre, et Angers, et eux, et pas lui, etc. Moi, alors, peut-être qu'ils ont des informations, effectivement, de première main. Ce qui est sûr, c'est que je pense que pour pouvoir porter un jugement lucide, objectif, sur la situation financière d'un club, il faut avoir les comptes pour de vrai, hein. Faut pas se contenter de juste ce qui est publié, là, qu'on voit de temps en temps, là, les trucs qui sont publiés par la Ligue. Il faut vraiment avoir accès aux comptes. Je pense que les gens de la DNCG sont des gens qui savent lire des bilans, à qui on peut pas barbouiller les carreaux. Et moi, j'ai le sentiment que, effectivement, Textor, depuis plusieurs trimestres, parce que ça fait longtemps que ça dure, cette affaire, hein, c'est pas arrivé la semaine dernière, a un peu joué, barbouillé un peu les carreaux, mis dans ses comptes des transferts possibles, pas possibles, etc., avec des clubs qui possèdent. Par ailleurs, Botafogo, machin truc bidule, et que donc du coup en face t'as des gens sérieux qui savent lire un bilan, qui savent lire une prospective financière et qui savent exactement de quoi on parle. Et donc oui, sauf à avoir toi-même accès à ces documents et sauf à être toi-même un très très bon financier, un très bon comptable, je suis pas comptable, hein. Franchement, les subtilités d'un bilan, tout ça, ouais, je vois ce que c'est qu'un bilan, je suis capable de lire bilan, bas de bilan, tout ça, ok, d'accord, mais vraiment, ça nécessite quand même des compétences particulières, je veux dire, et donc je pense que la DNCG a ses compétences, et donc du coup, voilà,
je suis toujours surpris de voir plein de commentaires très définitifs, très affirmatifs. C'est honteux, lui, ils sont pas sanctionnés, mais on sait très bien que machin connaît bidule, et c'est pour ça qu'il est protégé, etc. Moi, je dis, si j'ai pas les bilans sous les yeux, je suis pas capable de porter un jugement. Et même si j'ai les bilans sous les yeux, tous les documents financiers, les garanties bancaires, parce qu'il faut lire tous ces trucs-là, j'imagine qu'ils arrivent avec un dossier, ça doit être assez énorme. Mais même si tu as ça sous les yeux, honnêtement, si t'es pas champion du monde des chiffres, pour vraiment comprendre et décrypter ce qu'il y a derrière, je pense que ça doit vraiment pas être facile. Donc moi, je sais pas, je dis simplement que oui, il faut de l'équité, qu'un club qui ne paye pas ses fournisseurs durablement, un club qui barbouille les carreaux sur le plan financier, à un moment donné, la sanction, elle tombe. Voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Et je pense que c'est sain pour le football. Voilà, après, on verra ce qui se passe. Dernier point, les amis. Dernier point que je vais lier justement avec l'AS Saint-Etienne. Multipropriété. Pourquoi tu parles de multipropriété de l'AS Saint-Etienne ? En réalité, quand on refait un peu l'histoire de la vente de l'Olympique Lyonnais à Textor, déjà, le premier point qui m'a sauté aux yeux, mais je n'avais pas regardé ce truc-là. Je vous dis la vérité, j'ai quand même beaucoup de mal à m'intéresser à d'autres clubs que l'AS Saint-Etienne. Donc même quand ça concerne des clubs importants, etc., les changements de propriétaires, tout ça, je regarde un peu loin. Mais comme l'AS cette actuelle était vraiment très fracassante en quelque sorte, qu'elle fait la une de tous les médias sportifs, etc., je me suis un peu repenché sur la transaction de la vente par Aulas à Textor. Déjà, la valorisation de l'OL était incroyable. C'était 800 millions de dollars, 850 millions de dollars. C'est juste énorme. Alors bon, là aussi, il faut être prudent parce que qu'est-ce qui est mis dedans ? Alors, il y avait l'équipe féminine qu'ils ont revendue entre-temps, le Groupama Stadium, voilà. En même temps, il y avait de la dette. Je crois qu'il y avait 300 millions de dettes au moment où ils rachètent Textor parce que le stade, il a été payé à crédit. Bon, bref. Mais en tout cas, le premier truc qui m'a frappé, c'est le montant de la transaction. Ça a été payé très cher, je vais le dire avec ma grille de lecture à moi. Je peux me tromper, je pense que Aulas a fait une très bonne affaire, Textor s'est fait en papaouté. Voilà, je le dis comme je le pense, mais c'est leurs affaires, c'est pas notre problème, c'est pas mon problème. Une fois qu'on a dit ça, la deuxième particularité de la vente de l'Olympique Lyonnais à Textor, c'est qu'il a vendu son club à quelqu'un qui a plusieurs autres clubs. Molenbeek, actionnaire de Crystal Palace, Botafogo, en Amérique du Sud. Et vraiment, et d'ailleurs c'est ce qui lui a permis à Textor de faire des trucs, je te vends un joueur X millions à Molenbeek, je rachète un mec X millions, c'est un peu de la trésorerie, tu vois, c'est des jeux de dominos, tu joues comme ça, là, des pions et tout ça, et puis tu fais des habillages comptables, tiens vas-y je te transfère 10 millions ici, je te les renvoie là, etc. C'est hyper malsain. C'est-à-dire que déjà sur le plan sportif, moi je sais pas, t'es propriétaire d'un club en France, en Europe, en Allemagne ou je sais pas où, tes deux clubs se rencontrent, enfin je trouve pas, je suis même pas sûr que ce soit possible d'ailleurs par la réglementation européenne, mais je trouve ça déjà pas super, et puis c'est surtout que ça permet potentiellement des manipulations comptables, en tout cas des espèces de trucs fictifs entre clubs hyper malsains, et je pense que c'est ce que la DNCG ne supporte pas non plus, d'ailleurs d'une certaine façon. Donc là, non seulement Aulas a vendu très cher l'Olympique Lyonnais, donc lui, je pense qu'il a fait une très bonne affaire financière, mais en plus, il a vendu à quelqu'un qui est un multipropriétaire de club, qui n'a pas la culture française. Alors, il est très présent, hein, il incarne beaucoup l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, mais voilà, je pense que la multipropriété, c'est pas une bonne chose. Et du coup, je fais le lien avec la Saint-Etienne. Parce que nous, c'est tout l'inverse, en fait. C'est tout l'inverse de A à Z. D'abord, le club n'a pas été vendu cher. J'ai déjà dit 1000 fois, etc. Kilmer a fait une très bonne affaire, je pense, de racheter l'AS Saint-Etienne au prix où il l'a racheté. Et Kilmer n'est pas, alors peut-être que ça changera un jour, mais en tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, n'est pas dans une logique à court terme de multipropriété. Ils ont d'autres franchises, bien sûr, aux États-Unis. Je parle bien de multipropriété en Europe. Et ce n'est pas des franchises de football telles qu'on le pratique en Europe. Baseball, machin, basket, etc. Et c'est un actionnaire qui, financièrement, est très solide, s'installe sur du long terme et n'est pas bancal d'un point de vue financier. C'est hyper important. Bon, ça me permet de faire une petite parenthèse, pardon, parce que sur ma vidéo sur Eric Orneland, bon, merci beaucoup pour vos réactions. Beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi en disant calme le jeu, Eric, calme le jeu. Voilà, t'enflamme pas. Voilà, il faut travailler maintenant, mais t'enflamme pas. Oui, on veut remonter. Oui, t'as de l'énergie, mais calme le jeu en vidéo. calme le jeu en communication. Et il y a certains qui m'ont dit oui, mais Flavien, t'es trop anti-Kilmer, t'es trop anti-Orneland. Mais pas du tout. J'ai toujours dit que Kilmer, c'était des gens qui d'abord, enfin, en tout cas, Larry Tenenbaum avait beaucoup d'argent, c'était quelqu'un de très sérieux, quelqu'un qui a l'air complètement sain, qui aime vraiment le sport, et ça c'est déjà énorme pour notre club. Ils se sont plantés sportivement,
Voilà, ils ont eu un joker. Maintenant, il va falloir qu'ils se mettent au boulot et qu'ils nous montrent qu'ils sont capables sportivement. Mais j'ai toujours dit qu'ils étaient sérieux et qu'ils étaient là pour du long terme. C'est juste énorme. Et ça me permet d'ailleurs de rappeler, et j'aimerais bien que certains d'entre vous qui sont d'accord avec moi puissent le mettre en commentaire. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en commentaire si vous êtes d'accord? Merci Kayazo, merci Romeyer. Parce qu'ils se sont pris plein la gueule pendant des années, il faut quand même le dire, des missions, machin, des clowns et tout, mais ils n'ont pas vendu le club à n'importe qui, contrairement à Aulas. Ils n'ont pas vendu à un fonds de pension, un fonds d'investissement, Kilmer, ils font de l'investissement. Mais c'est pas un fonds spéculatif, ils sont là pour du long terme. Ce sont des gens qui ont de vrais moyens financiers. On peut quand même leur rendre ça aux anciens présidents malgré tout. Moi aussi j'étais favorable à ce qu'ils partent. J'ai jamais dit il faut qu'ils restent, ils sont super, tout ça. C'était en bout de course, il n'y avait plus d'argent, c'était impossible à tenir, la situation était intenable et il fallait vendre. Mais encore fallait-il le vendre à quelqu'un de bien. Et franchement, j'aimerais bien que ceux qui sont d'accord avec moi le disent. Merci. C'est notamment Kayazo qui l'a trouvé. Avec tout ce que j'ai dit sur Kayazo, qui était à Dubaï, machin, qu'on le voyait jamais, etc. Ça n'enlève rien à tout ce qui a pu me mettre hors de moi par rapport à lui. Mais rendons-leur au moins ça, c'est qu'effectivement, ils ont vendu le club à des gens sérieux. Ce que je dis depuis le début, je n'ai pas changé d'avis. Ne me dis pas, Flavien, t'as changé d'avis sur Kilmer. Non, 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 non. Je n'ai jamais changé d'avis là-dessus. Moi, je me suis penché sur Kilmer Group, je regardais les choses. Voilà, j'ai regardé qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, j'ai essayé d'avoir des éléments objectifs et j'ai tout de suite vu que c'est des gens qui tiennent la route en fait. Et je l'ai toujours dit. Par contre, j'ai toujours dit, ils se sont plantés, le mercato, ils se sont plantés, ils pensaient que c'était l'entraîneur le problème alors que c'était l'effectif qui est trop faible. Ils se sont plantés surtout. Et ça m'a énervé parce qu'être en Ligue 2, ça m'énerve toujours d'ailleurs. Je suis pas content moi de redémarrer en Ligue 2. Maintenant, il va falloir qu'ils montrent. Et donc, ils ont la pression. Et Eric Orneland, il va falloir qu'il montre que c'est le bon choix d'entraîneur. On va voir ce qu'il est capable de faire. Mais sur le reste, bien sûr qu'ils sont sérieux. Bien sûr qu'il faut qu'ils aient du temps pour construire. On leur a pas demandé de jouer l'Europe cette année. J'ai jamais dit ça. Mais on voulait pas redescendre non plus. Et on est redescendu. Donc voilà, encore une fois, la différence entre les deux clubs, elle est criante. C'est-à-dire que nous, le club a été vendu à des gens sérieux, à des gens avec de vrais moyens financiers. C'est pas le fonds ARS, machin chose, truc bidule, Textor, on sait pas d'où vient l'argent, il jongle avec les millions, il fait des virements, des machins, il paye pas ses fournisseurs, il paye pas l'URSSAF, etc. Nous, c'est sérieux, c'est solide. Et ça, c'est très bien. Et c'est vraiment... J'ai envie de dire la bonne nouvelle. Oui, c'est pas une bonne nouvelle puisque ça fait un an qu'on le sait. Mais ça permet de se dire, bon, voilà, sportivement, maintenant, il faut qu'ils redressent la barre. Il ne faut pas qu'ils se plantent sur le mercato, qu'ils ronronnent un peu quand même, il faut dire les choses. À la fois du côté des départs, mais aussi du côté des arrivées. Le premier match amical, ce sera dans une semaine à Andrézieux. Alors, c'est un match amical, c'est vraiment le début, c'est comme ça, il ne faudra pas en tirer d'enseignement du tout. Mais mine de rien, le temps va commencer à passer, le mois de juillet va être là, et donc il va falloir quand même commencer à embrayer sur les recrutements pour qu'on puisse démarrer la saison tranquillement. Voilà, c'est tout. DNCG, surprise. Équité sportive, oui, bien sûr, il en faut. Troisièmement, multipropriété, c'est l'horreur. Et à Saint-Étienne, on est épargné de ce point de vue-là. Elle est pas belle la vie. Allez, vous me likez la vidéo si vous ne l'avez pas fait, vous vous abonnez à Carton Rouge TV si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve pour l'autre vidéo. Ah bah je vous donne pas le sujet. Ah bah non, je vous dis pas de quoi je parlerai. Je parlerai de la SS bien sûr, mais je vous dis pas de quoi. Je la mettrai en ligne peut-être vendredi soir, on verra. Et puis on va faire un Carton Rouge le mag avec les copains, il faut qu'on cale la date. Voilà. C'est dit les amis, merci beaucoup, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.